Gérard ressortit de cette conversation, convaincu qu'il devait renoncer à croire à une infidélité de Jeanne et se concentrer sur Bruno. Il ne voyait pas comment celui-ci aurait pu le soupçonner d'avoir une liaison avec sa femme, mais Colette venait de lui rappeler qu'il était très malin. Il devait donc ne pas exclure qu'il ait eu de fortes présomptions, peut-être même des preuves, et que celle-ci lui ait donné l'idée de son piège diabolique. Il était parfaitement capable d'avoir fait recruter une comparse pour jouer le rôle de la doublure de Jeanne, puis d'avoir imaginé la manière de procéder à la substitution, et toute la suite, demandant à un cabinet de filature de réaliser l'opération jusqu'à son terme, l'entrée dans l'hôtel de Genève. Peut-être même avait-il mené lui-même l'opération. Pour le choix de la date, il n'avait pas laissé échapper l'aubaine lorsque sa femme lui avait dit qu'elle avait rendez-vous avec Jeanne le lendemain. Il avait déclenché les soupçons de Gérard à l'égard de son épouse à l'aide de la lettre anonyme, puis des 3 appels mystérieux non identifiables reçus par Jeanne en fin de journée. La seule chose qu'il n'avait pas prévue était le mystérieux coup de téléphone passé par Jeanne à 8h du matin, mais l'opération n'en avait visiblement pas souffert, bien au contraire. Malgré sa confiance dans son analyse, Gérard n'était tout de même pas certain à 100% de sa conclusion, et il se demandait comment il pourrait la conforter. Il décida d'appeler Bruno, en dépit des risques que cela représentait. Il l'appela sur son téléphone portable. Il était presque 15h. Il eut tout de suite en ligne son interlocuteur. « Comment vas-tu, Bruno » commença-t-il. « Bien, très bien, lui répondit-il. Et toi ?»« Tout va bien. J'ai appelé chez vous à l'heure du déjeuner pour parler soit avec toi, soit avec Colette, afin de vous proposer de venir dîner à la maison un de ces soirs. Mais personne n'a répondu, et c'est pourquoi, ayant quelques instants de liberté, je t'appelle à ton bureau. » « Tu ne pouvais évidemment pas nous joindre, expliqua Bruno immédiatement. Nous avions convenu avec Colette d'aller voir chez un antiquaire un bureau qui me plaisait. Entre midi et 15h, tu n'avais aucune chance de nous trouver chez nous. Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu pas attendu ce soir pour nous appeler ? À l'heure du déjeuner, tu avais peu de chances de nous trouver, en tout cas pas moi. Et maintenant tu m'appelles en plein après-midi. Ne serais-tu pas plutôt en train d'enquêter sur moi ou sur Colette ? Ne serait-il pas plus simple que tu me dises l'information que tu cherches ? Nous sommes entre hommes, et nous devons être solidaires face à nos rusées femelles. » Gérard fit précipitamment marche arrière et lui répondit. « Tu es trop intelligent ou trop obsédé pour moi, et tu vas chercher midi à 14h. »« Ok, reprit Bruno, mais il faut que je te rappelle, car je vais avoir plusieurs dîners d'affaires dans les prochains jours à cause de Japonais que mon patron et moi voulons recevoir dignement. Demain soir, nous aurons établi notre plan de réception. Je saurai quand je suis libre, je te tiens au courant. »« Pas de problème, Bruno, nous attendrons ton appel. Salut !» Bien que fort marri d'avoir subi l'ironie désagréable de Bruno, Gérard reprit ses réflexions intérieures. La réponse qu'il avait reçue à sa question, à peine dissimulée, sur l'emploi du temps de Bruno et Colette, indiquait clairement que Colette n'avait jamais été avec Jeanne à l'heure du déjeuner. Sans aucun doute, celle-ci lui avait-elle indiqué avec précision la composition de son alibi, lui demandant de ne pas oublier qu'elle était supposée avoir eu un malaise après qu'elles se fussent retrouvées. De nouveau, Gérard devait changer son analyse et ses conclusions. C'était donc bien Jeanne qui était entrée, accompagnée de son amant, à 12h30 à l'hôtel de Genève. Bruno n'avait rien à y voir, et Gérard n'était que la victime de Jeanne, qui s'était vengée de l'infidélité de son époux, peut-être téléguidée par Bruno. Lorsque Jeanne lui avait téléphoné, vers 13h15, c'était à coup sûr le moment où elle venait de quitter l'hôtel de Genève pour prendre son métro à la gare Saint-Lazare, rentrer rapidement chez elle et y arriver avant qu'il fût rentré lui-même. Gérard ne pouvait s'empêcher de penser que les ébats amoureux avaient été précipités, les 2 amants n'ayant eu qu'une demi-heure à leur disposition. Au prix d'une chambre d'hôtel, le coût du plaisir à la minute lui paraissait un peu élevé, en tout cas beaucoup plus que celui de ses rencontres avec Colette. À vrai dire, il avait du mal à y croire. Toutes ces pensées amères conduisaient Gérard à douter. En vérité, il nourrissait un dernier espoir
celui d'avoir bien été piégé par Bruno et non par Jeanne, et que le puzzle qu'il avait recomposé n'était pas le bon. Il se demandait si Bruno n'avait pas été capable d'inventer de toutes pièces l'épisode de l'achat d'un bureau accompagné de son épouse. S'il était lui-même le réalisateur de l'opération de remplacement de Jeanne par sa doublure, ainsi que l'acteur jouant le rôle de l'amant à partir de 12h15 à la gare Saint-Lazare, il avait dû arriver bien en retard à son rendez-vous avec Colette. Il était évident qu'il y avait plusieurs combinaisons possibles des probabilités de mensonge des trois acteurs, Jeanne, Colette et Bruno, et que les faits et informations dont Gérard était certain de l'exactitude ne lui permettaient pas d'affirmer avec certitude que l'un des scénarios était le bon. Celui d'une Jeanne adultère était peu crédible à cause du peu de temps qui séparait son entrée dans l'hôtel de son coup de téléphone à Gérard. Celui d'un Bruno machiavélique menant son opération à bien pour rejoindre son épouse dans un temps record était également peu crédible. À moins que Bruno ait menti sur l'heure à laquelle il avait rejoint Colette. Non pas 12h, mais 12h45. Gérard tournait en rond dans cet enchevêtrement d'hypothèses sans parvenir à conclure. Il finit par tenter de noyer ses incertitudes dans ses dossiers qui avaient pris quelques retards du fait d'une journée peu active sur le plan professionnel. À 17h, il dut y renoncer et se décida à quitter son bureau. Sur son chemin de retour chez lui, il s'arrêta pour prendre un verre dans un café où il recommença à évaluer les deux scénarios qui l'obsédaient et surtout pour s'interroger sur la contenance qu'il devrait prendre lorsqu'il allait retrouver Jeanne. Devait-il jouer simplement la comédie d'un époux ému de l'attention de sa femme qui lui apportait un cadeau, tout en ravalant doutes et soupçons sur sa fidélité ? Il connaissait bien assez sa femme pour savoir qu'il aurait du mal à lui dissimuler sa préoccupation obsédante. Ou devait-il se montrer soucieux en mettant cela sur le compte de sérieuses difficultés professionnelles ? La première solution le rendait plutôt ridicule si Jeanne l'avait trompé. Il choisit finalement de lui dire combien il avait apprécié son cadeau et de lui signaler qu'il avait des soucis professionnels qui le préoccupaient.